Salut tout le monde, vous regardez le Talk, l'émission 100% Standard de Liège sur Vous Sport. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à redémarrer cette nouvelle saison foot avec nous. Nouvelle saison, nouveau format. On a décidé de quitter notre studio pour être ici dans les infrastructures du Standard. On va tout simplement cette saison vous proposer une émission de dingue. Chaque semaine, vous aurez des interviews exclusives des joueurs, du staff. Vous allez découvrir le noyau A comme vous ne l'avez jamais vu. Alors évidemment, il y aura les traditionnelles séquences que vous avez pu découvrir la saison passée, à savoir le camp adverse, le hat-trick. Il y aura aussi des reportages exclusifs sur les différentes personnes qui travaillent dans cette structure du Standard de Liège. Bref, une saison 2 tout simplement incroyable. Elle commence ce soir avec Nathan Ngoy, le défenseur du Standard que vous allez découvrir ce soir tout simplement. Il va nous parler de son histoire, de son début de carrière, mais aussi de son rituel d'avant-match. Et pour ne pas foirer mon introduction comme je l'ai fait la saison passée, restez bien non pas derrière mais devant votre écran parce que la saison 2 de Standard Le Talk commence maintenant avec le hat-trick, les 3 points importants du point de vue de la presse avec notre confrère Didier Schins de Sudinfo. Les 3 enseignements moi, que je retiens après ce triste, il faut bien l'admettre, Standard Westerlo 0-0, c'est la note positive, c'est le fait que le Standard n'ait pas pris de but. C'était pas encore arrivé cette saison après 8 matchs de championnat. Et même la saison dernière, j'y raconte la saison dernière, on doit remonter à la première journée des playoffs 2, le 0-0 au Cercle de Bruges, pour trouver trace d'un match où le Standard a conservé le 0 derrière, comme on dit. Donc ça faisait 12 matchs d'affilée. Voilà, donc la note positive, c'est ça, en sachant que le jeu défensif du Standard, globalement, est bon. Voilà, ils ont reçu 7 buts en 8 sorties. Ils sont dans les bons élèves quand même de la division A. Il n'y a que l'Antwerp avec 4 buts encaissés et Genk avec 5 qui font mieux. Donc globalement, à ce niveau-là, il n'y a rien à retirer. Le deuxième enseignement, le deuxième point peut-être à relever, c'est justement à l'inverse le chiffre 6 qui correspond au nombre de buts marqués depuis le début de la saison. 6 en 8 matchs, tout simplement c'est le pire bilan en 48 ans. J'ai fait mes recherches, j'ai essayé de voir dans les archives. C'était plus arrivé depuis 1975-76, même si avec 6 buts, il y avait eu aussi Sapinto, il y a quelques années, avait commencé aussi par un bilan de 6 buts inscrits en 8 matchs. Mais voilà, c'est clairement là que le problème actuel se manifeste. C'est dans les connexions offensives pour être présent en zone de finition, où là vraiment il y a trop peu de choses, il y a trop peu de tirs cadrés, il y a trop peu de présence, c'est là vraiment que le bas blesse. Et alors le troisième point, c'est le match qui se profile quand même à l'horizon samedi à OHL, à Louvain. Un match toujours difficile, en plus face à une équipe de Louvain qui vient de gagner à Malines. Pour le Standard, ce sera un match tout simplement crucial avant un calendrier qui va vraiment être infernal, puisque le Standard, juste avant la deuxième trêve internationale de la saison, va recevoir le club de Bruges, va recevoir dans la foulée, juste après la trêve, Anderlecht, et puis va se déplacer à Gand. Là, c'est des matchs de tout premier rang. Alors, Merveille Bocca a eu beau dire après le match face à Westerlo que c'est peut-être dans ces matchs-là que le Standard peut, comme la saison dernière, oui, peut-être. Je rajouterai un point aussi sur les recrues qui sont arrivées dans la dernière ligne droite du mercato. Moi, je trouve autant ça avait été globalement prometteur et satisfaisant à Eupen, autant ici c'était un petit peu moins bon. Alors on va dire que peut-être que l'absence pour suspension d'Alzat a fait que, c'est pas l'absence d'un seul homme qui va expliquer le tout. Moi, je trouve que globalement, le Standard a manqué de beaucoup de choses, de vitesse, de pressing sur l'adversaire. Alors, l'adversaire lequel, la Lanterne Rouge, qui n'avait pris qu'un point jusque-là. Je ne comprends pas pourquoi le Standard ne l'a pas pressé dès le début, lui mettre la tête sous l'eau, alors que le Standard a été dominé dans le premier quart d'heure. C'est incroyable mais vrai. Et les nouvelles et les recrues, il faudra le temps qu'elles trouvent leur rythme, toutes les 4. Djenepo, fatalement, était sur une voie de garage à Southampton. Hayden revient d'une blessure relativement grave, on sait bien, et donc il faut gérer ça aussi. Et on ne comptait plus trop sur lui non plus dans son club. Alzat ne comptait plus à Brighton, donc a eu très peu de temps de jeu jusqu'ici. Et la même chose pour Sowa, que Dela avait mis dans le maillot B tout simplement à Bruges le temps qu'il se trouve une porte de sortie. Voilà, donc tout ça, plus les automatismes à trouver au niveau offensif, c'est pas simple, et ça explique peut-être les hauts et les bas que le Standard va peut-être vivre dans les prochaines semaines.
Depuis le début de saison en tout cas, s'il y a à mon avis 2 joueurs à sortir un petit peu du lot, c'est Arnaud Bodard, qui est quand même à un niveau constant, voilà, qui est d'une belle régularité, qui sauve des bons ballons, il n'y a pas une erreur à mettre à son actif depuis le début de saison. Je trouve qu'il a un excellent niveau et a été récompensé par ses sélections en équipe nationale qui sont méritées. Il mérite d'être là effectivement pour son bon début de saison. Et puis il y a Nathan Ngoy, je trouve qu'il progresse à une belle vitesse. À une place, il faut bien admettre, qui n'est pas la sienne à gauche du trident défensif. C'est pas sa place de prédilection, hein. Il devrait jouer un peu plus à la place de Van Heusden à droite de Boccardi, mais voilà, les circonstances font que, et je trouve que le gamin il se débrouille vraiment bien. Il y a dans son jeu de l'impact, de l'envie, de la détermination, de l'agressivité, de la vitesse. Et je trouve que voilà, c'est un petit peu la note un petit peu réjouissante de ce début de saison Sclessin. C'était le hat-trick de Didier Schins. Merci beaucoup Didier. On passe maintenant à la séquence qui vous concerne, chers amis supporters. C'est Paroles de supporters. On est parti à la rencontre du président de la famille des Rouges pour qu'il nous explique tout simplement en quoi consiste la fonction de président et pour qu'il nous explique aussi les attentes des supporters cette saison. Bonjour, je m'appelle Grégory Rancard, je suis le président des Red Gunners, un club de supporters situé dans la région de Namur. Je suis également le président de la FDR, donc de la Fédération des Rouges, qui regroupe l'ensemble des clubs supporters officiels du Standard. Je suis également représentant à la National Supporter Federation, qui regroupe l'ensemble des clubs en Belgique. Le Standard est arrivé dans ma vie assez rapidement car je suis un supporter depuis de longue date. Donc j'étais au stade avant mes 10 ans. Je suis abonné maintenant au Standard depuis l'année 96 en tribune 3. J'ai toujours été en tribune 3, au début en bas et puis après les travaux de l'Euro 2000, je suis monté en DEF3. Et depuis lors, j'ai pu lâcher ma place d'abonné. Je suis abonné à cet âge-là depuis de nombreuses années. On est représenté par un CA qui avons été élus par les présidents des clubs. Donc c'est l'organe qui est la relation entre les clubs de supporters et la direction du Standard de Liège et qui nous permet d'avoir des contacts assez réguliers avec la direction en cas de problème et en cas de questionnement, en bon et en mauvais moment. Mon rôle, déjà, la première chose, c'est d'essayer de fédérer l'ensemble des clubs de supporters en Belgique. Donc ça, c'est une grande chose. On a un CA on est assez fusionnel et qu'on s'entend assez bien sur les grosses questions par rapport à nos avenirs sportifs, à nos budgets et tout ça, qu'on essaie de négocier avec la direction pour bien sûr faire plaisir à nos supporters. Et la première chose, c'est toujours essayer de trouver un terrain d'entente entre tous les clubs de supporters qui, bien sûr, sont de mouvements différents. Il y a des supporters qui sont plus acharnés et des supporters qui sont plus calmes. Il faut toujours essayer de trouver un juste milieu par rapport à ça pour remettre entre guillemets, une synthèse à la direction et pour pouvoir faire le plein d'avis par rapport à la direction et pouvoir remonter les informations. C'est un rôle qui n'est pas tout le temps agréable, il faut le savoir, parce qu'à chaque fois qu'une personne prend des responsabilités, bien souvent les problèmes, ça revient vers lui. On gère des petits problèmes comme on peut gérer des gros problèmes en collaboration avec le Standard ou avec les différents clubs de supporters qui se trouvent, comme par exemple la réduction maintenant du nombre de cars en déplacement, que ça devient problématique et que je suis impliqué là-dedans pour la gestion de regrouper les clubs pour partir en déplacement. On avait des grosses attentes par rapport à la direction, ça veut dire qu'en début de saison, notre travail par rapport à cette saison-ci commence bien avant le début du championnat et directement après la fin de la saison. Car là, il y a les négociations par rapport au prix des abonnements et tout ça. Donc on a déjà fait un très gros travail avec le CA de la FDR en négociation pour essayer quand même de limiter la hausse, qu'on était bien conscient qu'elle allait avoir une hausse et on a essayé de la limiter à un maximum. Donc on a quand même eu des discussions assez animées avec la direction. On a pensé effectivement que 777 allait investir beaucoup plus et pouvoir nous ramener assez rapidement au rang où le Standard doit se trouver. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des réunions avec la direction, le trou qui était derrière était un énorme fossé pour rester honnête. 777 a été transparent via M. Pierre Locke, qui est quand même qu'on a souvent des contacts avec lui et qui est assez clair dans ses discussions et qui est très honnête par rapport à la situation des clubs qui nous a expliqué au CA de la FDR avec des chiffres à l'appui que malheureusement, c'est pas à moi de les divulguer, mais c'est plus à la direction de divulguer. Il est certain que nos attentes au niveau sportif étaient autres au début du championnat, mais tout en sachant que la semaine avant la fin du Mercator, nous avions effectivement rencontré le directeur technique et M. Pierre Locke pour lui demander des comptes par rapport aux transferts, parce qu'on se rendait compte qu'on était nulle part et qu'on voulait être rassuré sur les transferts qui allaient arriver.
top 6, pour le moment, on s'éloigne peut-être un petit peu. Au foot, avec les 3 points, ça va très vite. Mais bon, on essaye vraiment d'avoir un redressement le plus rapidement possible. Et donc, on a vu que des joueurs sont arrivés. Ça, ils ont promis leurs promesses. Peut-être un peu tard pour commencer la saison, mais en tout cas, les joueurs sont arrivés. Et on espère que ça va se redresser avec le coach. Ils ont transféré beaucoup de jeunes au début. Et donc, c'était un peu notre crainte avec des joueurs qui n'étaient pas encadrés. Effectivement, dans les jeunes qui sont arrivés, c'est des joueurs qui ont un haut potentiel. Et donc, pour avoir des bonnes équipes, pour avoir des finances, effectivement, on doit prendre des joueurs qui ne coûtent pas cher pour pouvoir le vendre plus tard. On a le retour de Zino qui est magnifique parce que je pense que c'est vraiment la mentalité liégeoise et ça permet d'insuffler des choses dedans. Maintenant, on a Djenepo qui est ici et qui est également revenu. On a Alzate qui est là, c'est des joueurs de qualité qui sont arrivés. Moussa Djenepo est arrivé, c'est vraiment des joueurs du top. Du moins pour le championnat de Belgique, c'est vraiment des très bons joueurs. Maintenant, malheureusement, ils arrivent un peu tard. Il faut le temps que la sauce prenne et espérons que le top 6 sera toujours atteignable. Le problème, c'est que les supporters, c'est comme tous, on s'enflamme très vite à Liège et ça, j'ai tendance à beaucoup le répéter. On va faire 5-6 bons résultats et on va tout de suite se voir au-dessus. Comme on va faire 5-6 résultats et on va voir que tout est bâclé. Le seul problème, c'est que je pense que tous les supporters, on s'attendait à un autre début de saison, on s'attendait à un apport financier beaucoup plus grand pour pouvoir ramener des joueurs et commencer à reviser le titre, surtout que la direction nous avait annoncé un peu un top 6, ou du moins les playoffs à un minimum, ce qui sont un peu crucial par rapport aux finances du Standard. Il est certain que maintenant, les supporters, tout le monde s'inquiète parce qu'on a fait un très très mauvais début de championnat. On voit qu'on gagne Eupen avec Alzate et des joueurs comme ça qui sont en train de rayonner. Maintenant, on voit des joueurs contre Westerlo qui sont peut-être un peu en manque de confiance et un peu en manque de temps de jeu et de rythme. Et donc, au fait, il faut le temps que la sauce prenne. Mais le problème, c'est que le Standard est déjà un peu lardé dans le top 6. Et donc, malheureusement, il faut qu'on morde sur notre chic et espérer avoir que la sauce prenne le plus rapidement possible pour essayer de recoller à ce top 6. Et espérons décrocher la Coupe d'Europe, ce qui est toujours possible. Mais il est certain que les joueurs doivent revenir en forme. Est-ce qu'il y aura des changements encore de M. Hofkens à l'OHL, on verra bien. On le saura seulement ce week-end jeudi en se déplaçant. Mais en tout cas, il y a une chose que je veux saluer, c'est que tous les supporters du Standard ont quand même été fidèles à leurs couleurs. Et quand je vois les tribunes 3, les tribunes 1, toutes les tribunes 1 et 4 qui sont en train de chanter pour nos couleurs et qui encouragent nos joueurs, ça c'est magnifique. Et je pense que c'est la plus belle des choses qu'on doit montrer au Standard. C'est qu'actuellement, on vit un moment très très compliqué. Mais la seule chose, c'est qu'on doit faire bloc avec l'équipe, avec la direction. On espère réellement que ça va fonctionner et que ça va se relancer le plus rapidement possible pour ramener le Standard à l'endroit où on doit être. Avant de lancer la séquence rouge du soir et l'interview exclusive de Nathan Ngoy, on vous propose un autre petit reportage. Alors j'imagine en tant que supporter, vous avez déjà vu les vidéos de présentation des joueurs sur les écrans du stade. Eh bien rien que pour vous, on vous présente aujourd'hui les coulisses du tournage de ces vidéos. C'est la story. Ok. Alors ici, simplement, on est dans un vestiaire où on a installé un fond vert avec les lampes nécessaires. On a des lampes sur le fond vert et des lampes qui sont uniquement pour le joueur. On attend une trentaine de joueurs et le but, c'est vraiment de séparer chaque séquence avec le in, le out, les célébrations et les cartons. Et après, tout ça est retravaillé de manière à changer le fond, à ajouter des effets pour obtenir le résultat que vous voyez sur les écrans. Vous allez commencer comme ça, venir bien sur la gauche, regardez, tenir 5 secondes la pause, et puis vous repartez en avant. Puis la deuxième que vous faites, tu viens ici, tu me diras après, ok, ça. Là, tu peux démarrer, tu fais un pas en arrière. Nickel. Ça te va? C'est toi qui me dis. Le in-out, les célébrations et les cartons, c'est donc quand les joueurs rentrent sur le terrain, qu'ils en sortent, ou quand ils marquent un but. Alors l'installation prend plus ou moins une demi-journée pour juste le fond vert et les lampes. Puis une fois que les joueurs arrivent, là, il faut vraiment respecter les horaires parce que eux, ils sont disponibles ou pas. Donc ils ont vraiment leur créneau et c'est là qu'il faut un peu enchaîner pour être sûr d'avoir de la matière pour pouvoir le faire correctement. Si ma célébration c'est enlever le maillot, je fais comment? Non, déjà. On peut pas.
Tu vas enlever le maillot? Enlever le maillot en fait. Déjà c'est carton jaune. Voilà. C'est pas le même maillot. C'est célébration à deux. Non, il paraît bon enlever le maillot. Ah, tu veux enlever? Tu veux m'enlever dans le corps? Moi je crois que c'est pour les policiers. Maintenant j'ai l'habitude, mieux qu'au début déjà. Je suis joueur professionnel donc ça demande beaucoup d'être devant les caméras, donc ouais je me suis très bien habitué. Après moi j'essaie vraiment de rester moi-même, authentique toujours. Et ouais non, pour moi c'est tout à fait normal et ouais je reste moi-même. Je n'essaie pas de me prendre pour quelqu'un d'autre, de me prendre la tête, je reste moi-même. Moi je faisais cette célébration-là. C'est la célébration du mental, il faut vraiment rester fort et après chaque épreuve, il y a une réussite qui va suivre après, mais c'est vraiment de rester patient et la réussite va suivre. It was easy, nice and quick, and yeah, it was good fun. If it was a long photo shoot, I wouldn't be happy, but it's only short and quick, and everyone likes a picture. I feel like whenever you're at a club, you just have to. You're playing for the club, so every goal, every win, it's not just for you, it's for the club, for the team. So yeah, just right now I'm here, so every goal I'm going to dedicate it to the club. Ça va, c'est bon pour vous? On utilise un fond ovale parce que c'est une couleur qui est fort éloignée de la couleur de la peau et c'est une couleur unique qu'on peut retirer facilement pour remplacer le fond comme on veut en fait. Ciao aussi. Ciao. Vous regardez Standard Le Talk saison 2, alors ici on est sur l'un des principaux terrains du centre d'entraînement, ce qui m'amène à vous annoncer la séquence que vous attendiez tous, chers téléspectateurs. C'est l'interview exclusive de Nathan Ngoy, le défenseur, qui se livre rien que pour nous. C'est notre rouge du soir. Nathan Ngoy, 20 ans, je suis né à Bruxelles, j'ai grandi à Molenbeek. J'ai une petite sœur, un petit frère, 2 grandes sœurs et je suis un joueur du Standard de Liège. En fait, j'avais un grand voisin qui s'appelait Philippe et il était beaucoup avec moi, il me prenait toujours sous son aile et tout. Et des fois, il m'emmenait sortir. Un jour, il m'emmenait sortir et depuis là, j'avais peut-être déjà 5-6 ans quand je commençais à jouer devant chez moi. Il y avait une grande place à Molenbeek. C'est là où c'est venu l'envie de jouer au football, rester dehors avec des potes, je me suis fait des potes, commencé à jouer. C'est des souvenirs et quand j'y pense, je me dis que ça, je viens de loin quand même, donc ouais, ça me rend un peu nostalgique mais c'est bien. Par contre ça je m'en souviens plus trop bien, mais mon papa il m'a dit que ça vient plutôt de mon grand cousin, que j'étais parti voir un de ses matchs et apparemment je le saoulais en disant « Ouais, papa, moi aussi j'ai envie de commencer le foot et tout. » Du coup, là, il m'a emmené faire un test au FC Bruxelles à l'époque, dans CRVDM. Apparemment, il avait entendu qu'il y avait des sélections, je sais pas quoi, des tests qu'on pouvait faire. Il y avait beaucoup de joueurs. Puis j'ai été retenu et puis ça s'est fait. Je suis resté 3 ans là-bas. Puis Anderlecht est venu me chercher à l'âge de 9 ans. Mon papa, il m'a dit que c'était après un match d'Anderlecht. Apparemment, contre Anderlecht, pardon, apparemment on l'appelait dans le bureau et tout. Apparemment il s'était intéressé. Au début mon papa il voulait pas, parce que voilà, Bruxelles c'était proche de la maison. Déjà que lui aussi il avait ses occupations. Au début il voulait pas trop, mais moi pour être honnête je voulais partir. Parce qu'au début quand on entend Anderlecht, voilà, c'est Anderlecht, on est petit. Puis il y avait aussi mes grands cousins qui jouaient là-bas à l'époque, donc ils ont poussé mon papa aussi. Et puis voilà, j'ai été à l'âge de 9 ans et puis je suis resté 7 ans là-bas. À l'époque, moi j'étais un gars réservé, souvent stressé. Donc au début c'était difficile pour moi parce que là-bas, tu voyais déjà tout le monde jouer, voilà, ça jouait Anderlecht, Nerped. Et puis ouais, il m'a fallu peut-être 2 ans. J'ai failli partir de là, d'Anderlecht, carrément. Parce qu'au début c'était pas top. Et puis voilà, ça s'est fait, je suis resté. Et Dieu merci, ça a été après. Hein. Je pense que c'était contre Anderlecht aussi, hein, en U6.
je me rappelle. Et je me rappelle, ça je me rappelle. Voilà, on jouait, je pense qu'on ramassait un score. Pas possible. Du coup, j'ai commencé à pleurer sur le terrain. On m'a fait sortir. Ça, je me souviens très bien. C'est là où j'ai fait mon premier match et ça s'est passé comme ça. Franchement, quand j'étais petit, je regardais CR7, hein, comme tous les petits. Du coup, ouais, je voulais avoir toujours le numéro 7 dans le dos. Je pleurais et tout avant les matchs pour avoir le 7, c'était n'importe quoi. Mais ouais, je dirais Cristiano Ronaldo. Parce qu'à l'époque, j'étais attaquant encore. Je jouais en pointe, CR7. Et je voulais claquer. Et j'en claquais en plus, hein. N'empêche. Ouais, beaucoup. J'ai joué avec Zeno de Bast maintenant, dans Anderlecht. Struikens aussi, Bakayoko, PSV. Tout ça, c'est ma génération, hein. Après, t'avais Lavia aussi. Franchement, je suis toujours en contact avec. C'est des potes à moi et ça va bien. Ouais. Mais moi, on regarde souvent de ma routine ici. En fait, j'arrive, je dépose mes affaires, et je vais sur le terrain. Comme là, je joue à gauche, en défense centrale, du coup, je reste dans le rectangle à gauche et j'essaie de m'imaginer un peu le match. Je regarde, je me concentre, je reste un peu quelques minutes, de voir comment je vais me placer, où je vais donner, comment je pourrais infiltrer avec le ballon. En fait, je m'imagine ça un peu dans ma tête. Puis je rentre, puis je reste assis, longtemps, j'écoute ma musique, j'essaie de me mettre dans ma bulle. Et puis voilà, quand je vois qu'il va rester un peu, allez, 20 minutes, je vais faire mes soins, kiné, faire mes tapes, préactivation. Et puis je commence à me préparer. Mais Léo, notre préparateur physique, il est toujours un peu bouillant sur moi. Parce que je suis toujours un peu le dernier qui sort, toujours un peu en retard. Et voilà, big up Léo. C'est un peu un mixte. Il y en a qui essayent de se mettre dans sa bulle, concentré. Il y en a qui discutent. Ouais, la musique elle est à fond. Donc j'entends pas trop ce qui se passe. Mais ouais, chacun fait son truc et on essaye tous de rentrer dans notre match direct en fait, dès le vestiaire. Ma petite prière, important ça, avant de rentrer. Comme ça je me sens protégé. Et je pense à ma famille, mes proches. Et ça me donne là un petit boost encore, un peu plus. Ouais. Je me dis, mon ganat, aujourd'hui il faut envoyer la sauce, hein. Faut pas déconner. Il y a tout le monde qui te regarde. Faut aller mon gars. Une petite pression, pas du stress, une petite pression. J'ai mes 2 sauts là d'avant-match et j'y vais. C'est important quand même, parce qu'on doit quand même savoir contre qui on joue. Je pense que nos vidéo-analystes, avant chaque match, ils viennent nous parler, nous dire un peu comment ça se passe en face. Donc on essaye de s'adapter. Mais le plus important, c'est qu'on essaye de jouer à notre façon à nous et pas trop le regarder. C'est important de savoir quand même ce qu'ils vont faire, mais c'est important aussi de savoir ce que nous, on va faire. Et voilà, c'est comme ça qu'on essaie un peu de préparer nos matchs. Moi, perso, j'essaie pas trop de me poser des questions, en fait. J'ai confiance en moi, donc j'écoute les consignes du coach, j'écoute ce qu'il veut, j'essaie de les appliquer, mais au fin de compte, c'est moi qui joue. Donc je me fais confiance et je joue comme je sais faire et je ne me pose pas trop de questions. Franchement, personne. J'essaie surtout d'apprendre avec, par exemple, Zinho ou Bopé. Et il y avait Dussen aussi l'année passée. Même si je n'étais pas beaucoup là, j'ai été longtemps blessé, mais essayer de jouer comme je sais faire et d'apprendre d'eux. Mais pour être honnête, non, je ne regarde pas trop les autres. Ça se fait automatiquement. Je pense qu'à force de s'entraîner, à force de jouer des matchs, à force de passer du temps ensemble, ça se fait automatiquement, à l'entraînement. Puis ouais, ça crée des automatismes. On se comprend vite. On n'a pas besoin de se parler, juste par des gestes et ça passe. On s'entend bien. Après, on s'entend avec tout le monde. Je dirais pas forcément non, par ligne. Non. Franchement, on est un groupe, on est tous bon délire, donc... Franchement, ça allait vite, hein.
C'était contre Ostende, le dernier match de la saison avec... Non, je pense Mbalé, il venait de venir, c'était le dernier match contre Ostende, soit. Mais ouais, je me suis dit, Nat, te pose pas trop de questions et vas-y, kiffe en fait. Kiffe. Ça sert à rien de se poser des questions et tout est parti très vite. Et c'est là où tout a démarré. Hein. Les coachs, hein. Enfin, oui, Thierry Siquet, Wesley Sonk, c'est des coachs avec qui je m'entendais super bien et qui m'ont fait progresser aussi, avec qui je parlais beaucoup. D'ailleurs, je suis encore en contact avec et c'est des bonnes personnes et tout s'est bien passé avec eux. Franchement, c'était top. Bien sûr. Après, je sais que je sors d'une longue saison, donc moi, ma priorité, c'est d'abord beaucoup jouer ici. Et après, pourquoi pas plus tard. C'est dans un coin de ma tête, mais je me prends pas trop la tête avec ça. Ouais. C'est pas un truc positif, mais c'est un truc qui m'a rendu encore plus fort mentalement. C'était face à Malines, avec un Miley, quand les supporters sont rentrés sur le terrain. C'était une saison compliquée, parce qu'on va pas se mentir. Mais je venais de rentrer en pro. Voilà, j'ai vécu ça, ça m'a rendu plus fort mentalement. Et après, j'ai essayé de regarder vers l'avant et de rester positif malgré tout. Même si c'était pas facile. On essaye de rester zen, on essaye de voir ce qui n'a pas été, on essaye de corriger. Le coach, il est un avis extérieur, donc il va nous dire ce qui n'a pas été. Et puis on essaie de faire mieux en deuxième mi-temps, mais on ne se décourage pas du tout. Depuis le début de saison, on ne s'est encore jamais découragé. Ça gueule quand même, hein. Ça dépend, ça gueule quand même, mais ça dépasse pas les limites. Ça reste positif malgré tout. C'est pour un peu nous booster encore, tu vois, pour dire qu'on doit faire mieux. Ouais, il y a des forts caractères quand même, ouais, pour être honnête. Je me dis que je suis mort, que j'ai tout donné. Enfin, si je sens que j'ai pas tout donné sur le terrain pendant 90 minutes, ben, je vais pas bien me sentir. Je vais me dire, Nat, même si tu as gagné 5-0, 6-0, tu n'as pas fait le job aujourd'hui. Quand je sens que je suis pas assez fatigué après le match, je me sens bizarre. Ouais, c'est... Ça dépend. Quand on perd, ben, c'est... Putain, qu'est-ce que... Désolé, hein, des propos. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? On a déconné, les gars. Quand on perd, je pense que c'est surtout la frustration qui ressort. On n'a pas un avis objectif. On est frustré d'avoir perdu. Après 2-3 jours, quand on revient à l'académie, ben, on regarde les images et là, on peut parler objectivement et dire ce qui n'a pas été. Je pense que tout le monde se fait son feedback soi-même. Tout le monde sait s'il a bien joué ou pas. On est des professionnels et tout le monde le sait au fond de soi, de toute façon. Ouais. Quand on gagne, c'est la fête. Comment c'est faire? Moi, souvent, non. Je mets ma musique, je rentre chez moi. C'est le lendemain que je vais analyser mon match ou je vais regarder mon match. Moi, quand je rentre chez moi, j'essaie juste de me reposer et de faire ma récupération parce que ça aussi, c'est important. J'ai appris quand j'étais blessé, donc il ne faut pas que je répète les mêmes erreurs. J'ai mon kit, j'ai mon bas, j'ai mes bains froids que je fais à la maison, j'ai mes routines. Et puis le lendemain, je fais mon massage chez les kinés. Moi, je suis quelqu'un qui se met pas de limite. Je veux toujours plus. Essayer de tout gagner. Gagner des trophées. Je pense que c'est mon plus grand rêve dans le foot. Gagner tout ce que je peux gagner en vrai. Et comme j'ai dit, pour l'instant, mon but, c'est de faire le plus de matchs possible ici. Parce que j'ai une revanche à prendre par rapport à l'année passée. Ouais. Moi, je me suis dit, en tout cas, j'ai pas le choix de toute façon. Si j'ai envie de revenir à ma meilleure forme, il va falloir travailler plus que les autres, encore. Rester plus que les autres, faire plus que les autres. Donc, j'avais pas le choix. Je me suis dit, bon, je vais seulement bosser et je vais tout donner. Hein. Ouais. Quand je voyais les autres joueurs, je me disais, purée, moi aussi j'ai envie d'être là, moi aussi j'ai envie de jouer. Donc, j'avais faim. Enfin, j'ai toujours faim. J'avais la dalle, donc... J'ai essayé de revenir au plus vite, mais mes kinés ne m'ont pas laissé. La boxe. J'aurais aimé faire la boxe, je kiffe la boxe.
MMA aussi. Moi, je fais pas, hein. Hey, ouais. Moi, je fais pas, mais j'aime bien regarder. Non, moi, je regarde pas en live parce que ça se produit tard, ces trucs-là. Donc, je regarde les rediffusions ou, sur YouTube. Coach Mbaye. Ben, c'est le coach qui m'a lancé. Hein. Mais ouais, il m'a fait confiance et je lui dois. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec lui et c'est vraiment une bonne personne. Je l'oublierai jamais. Hein. C'est comme ça, c'est le coach qui me met dans le bain. Coach, très très proche de ses joueurs. Il nous protège toujours. Et ce que j'ai aimé avec lui, c'est qu'il a été honnête avec moi dès le début. Il m'a dit, Nat, Tazinho et Bopé devant toi. Tu vas commencer sur le banc. J'ai dit, OK, je vais continuer à travailler et si ma chance elle arrive, ben, je vais tout donner. Au final, il est passé à 3 derrière. Il me fait confiance à gauche, donc c'est bien pour moi et j'essaie de lui rendre aussi sur le terrain. Le foot, c'est comme ça, c'est la concurrence. S'il décide de repasser à 4, ben, c'est comme ça. Après, c'est au coach de faire les choix. Hein. Moi, je suis là, j'essaie de tout donner. Après, c'est lui qui prend les décisions. Et voilà, c'est le boss. C'est Bruxelles, ça? Ouais. BX. Ah, c'est là où j'ai grandi. C'est la ville que je connais le mieux. Après, c'est vrai qu'il y a, je sors pas beaucoup, mais je commence à connaître des petits coins quand même. Et voilà, Bruxelles, c'est beaucoup de souvenirs. C'est la rue, la strate. Ouais, voilà quoi, c'est là où j'ai grandi. Hein. Ah, cette situation qui fait polémique depuis. Je me dis, merde, je mets mon équipe dans la merde. Voilà, tu dis, tu sors et t'espères qu'ils vont faire le job sans toi. Hein. Mais franchement, cette sensation d'abandonner ton équipe, ça fait un truc. Voilà. Alan, Delphi, ben, j'ai commencé avec lui. Hein. Après, il est parti faire son truc hibernian. Hein. Ouais, ça reste mon gars, c'est un bon gars. On était deux, on s'est épaulés. On est restés soudés. Et heureusement qu'il était là, où moi je me sentais pas trop seul. On accueille bien les jeunes. Ils m'ont très bien accueilli aussi à l'époque. Donc t'avais Ducène, t'avais Sam, Bastien, t'avais Tonton, Collins. Ils nous ont très bien accueillis. Mais forcément, t'es le petit. Donc c'est comme si, vas-y toi, tu vois. T'es le petit, même si on t'aime bien. Donc faut faire son trou. Faut quand même arriver avec un certain caractère quand même, parce que tu dois te faire quand même une place. T'es pas là juste pour t'entraîner et puis dire oh, de toute façon lui on sait il va pas jouer. Donc voilà, c'est comme ça et c'était pas facile, mais je pense que j'ai quand même réussi un peu à faire mon trou quand même. Après voilà, il a décidé de partir. J'espère que là-bas ça va aller pour lui et mais on s'y joue et c'est un bon gars donc. ZDB, c'est mon gars. Mais écoute, lui, quand je suis parti, je jouais avec lui en Anderlecht dans l'axe. Quand je suis parti, il est resté. On est toujours resté en très bon contact. Maintenant, ça marche très bien pour lui. Il est en Diable Rouge. Anderlecht, son premier, je pense. Je pense qu'il pouvait partir aussi, un truc comme ça, je sais pas. Mais j'ai parlé avec lui, mais on reste en très bon contact. Mais bon, sur le terrain, il n'y a pas d'amis. Hein. Il joue chez l'ennemi, donc si je peux le casser, je vais hésiter. Surtout que c'est un petit mauve. Non, je plaisante, mais c'est un bon gars. Et Anderlecht, c'est un très bon joueur. Donc, ouais, hein, ça marche pour lui et je suis content pour lui. C'est mon pote après tout. Hein. Donc voilà, qu'il continue seulement. HS, mon gars,
Sique, très bon gars aussi, un de mes potes aussi. Quand je suis venu en U18, lui était déjà en 21. Il redescendait quelques fois. Donc à cette époque-là, je ne parlais pas trop, on se côtoyait pas trop. C'est quand je suis monté en pro que là j'ai commencé à bien apprendre, à le connaître. Et lui aussi m'a très bien accueilli, il est resté auprès de moi, il m'a aidé. Maintenant, félicitations à lui, il a fait sa cape, très bon joueur. Qualité de centre incroyable. Bosseur, donc il a tout pour lui et j'espère qu'il va réussir. Et donc voilà, à Cercle, ça va aussi bien pour lui. Donc, mais il m'a fait mal quand même quand on a joué contre lui à mon genou là. Hugo, vas-y toi. Non mais c'est un bon gars, on a parlé après et il m'a encouragé encore parce que voilà, c'était un peu compliqué le début de saison. Il m'a dit même si ça ne tourne pas, Nat, continue à bosser et ça va aller. Je le remercie pour ça, mon gars. La Belgique. Ça dans le coin de ma tête, mais on bosse. Okay. Et on verra. On verra. C'était donc l'interview en toute sincérité de Nathan Ngoy. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, vous en aurez chaque semaine des interviews similaires où vous pourrez découvrir vos joueurs préférés dans le noyau rouge. On arrive à la fin de l'émission, ce qui nous amène à analyser pour terminer le prochain adversaire du Standard dans le camp adverse. Ce samedi 30 septembre à 18h15, le Standard se déplace à l'OHL. L'occasion en quelques minutes d'analyser l'équipe louvaniste. L'OHL est actuellement 12e au classement, juste devant son adversaire du week-end, le Standard, avec un bilan sur 8 matchs de 2 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 11 buts marqués, 13 buts encaissés. Un début de saison plutôt moyen pour les hommes de Mark Brace, même si le dernier match s'est soldé par une victoire à Malines. On va d'ailleurs regarder la dernière composition alignée par le coach louvaniste lors de cette victoire 1-2. Mark Brace a opté pour un système 3-4-2-1 et ce qui caractérise l'équipe de l'OHL, eh bien, c'est son agressivité. C'est une équipe qui prend énormément de cartons. Quand on regarde depuis le début de la saison, ils en sont à 22 cartons jaunes pour 1 carton rouge, ce qui est tout simplement énorme. En ce qui concerne le jeu, eh bien, c'est une équipe qui aime jouer sur les côtés. Quand on regarde les statistiques, 39% du temps, ils jouent sur le côté droit et le côté gauche, avec un peu plus de 20% en ce qui concerne le milieu. C'est une équipe qui aime aussi tirer de loin. Moins de 30% de leur jeu se situe dans la surface de réparation. Donc, ils aiment tirer de loin, mais ils aiment aussi tirer. En moyenne, c'est 14,3 tirs par match. En ce qui concerne le joueur à surveiller, de mon point de vue, attention à l'arrière droit de 19 ans, Richie Sagrado, international espoir belge, qui est tout simplement l'un des meilleurs buteurs de l'équipe, mais aussi l'un des meilleurs passeurs. Bon, vous allez me dire, 2 buts en 8 matchs, c'est pas fameux, mais vous allez comprendre que c'est un lien avec le point suivant. Sur les 2 buts, il y a un but de la tête et un but en contre-attaque. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est intéressant, ça fait partie des forces notamment de l'équipe de l'OHL. Parmi les forces, donc, on notera les phases arrêtées et les contre-attaques. Plus de 40% des buts ont été inscrits soit en phase arrêtée ou soit en contre-attaque, donc attention à ça. Parmi les faiblesses, et là c'est intéressant pour le Standard, l'OHL a du mal à défendre contre des ballons en profondeur, ce qui pourrait profiter à des joueurs, des grands talents comme Djenepo par exemple. C'est un gros match qu'attendent les Rouges ce samedi. L'OHL est une très bonne équipe, mais le Standard a les armes pour pouvoir réaliser un résultat là-bas, même si les derniers résultats ne sont pas en faveur des Rouges. Ça ne va pas forcément plaire aux supporters, parce que sur 5 confrontations entre l'OHL et le Standard, eh bien c'est tout simplement 3 défaites pour les Rouges et 2 nuls. Mais vous le savez comme moi, un match n'est pas l'autre. Le Standard n'a plus le droit à l'erreur aujourd'hui, après ce faux pas, parce qu'on peut clairement parler de faux pas, même s'il y a eu du mieux dans le jeu face à Westerlo, un match nul à domicile face à la Lanterne Rouge, ça passe pas pour le Standard qui fait du surplace, 7 points, de nouveau dans la zone rouge. Il n'y a pas le choix pour Karl Loufkens et ses hommes, il faut absolument s'imposer. Donc OHL, lui de son côté, après un début de saison un petit peu compliqué où il a fallu attendre la 6e journée pour voir la première victoire, mais on comptabilise tout de même 9 points sur 18. Mark Brace a été un petit peu remis en question, mais voilà, il a repris du poil de la bête. Son équipe aussi, qui n'a perdu qu'un seul match à domicile, c'était face au RWDM, qui a tenu tête aussi à des équipes comme l'Antwerp, comme Gand, qui sort d'une belle victoire à Malines. Donc ce sera tout sauf simple pour les Liégeois d'aller s'imposer à Dendreef, ou historiquement, mais c'est toujours très très compliqué pour le Standard, qui sort de 3 défaites
sur ses 3 derniers déplacements en Pro League à Tendreef. Il faut remonter à 2016 pour voir la dernière victoire des Liégeois, c'était 0-2 en janvier. Donc voilà, ce sera très compliqué. OHL qui aura peut-être tendance à attendre un petit peu que les Liégeois sortent du bois parce que la pression est clairement sur le camp des Rouges. OHL, c'est une équipe un peu imprévisible qui est capable du meilleur comme du pire comme par exemple sa défaite 5-1 face à l'Union ou la défaite face au RWDM, et du meilleur avec des matchs aboutis contre le champion en titre face à Gand récemment. Et alors cette belle victoire du côté de Malines. Il y a des très bons joueurs de ballon aussi. On pense forcément à Torsteinsson qui est toujours très intéressant face au Standard, très motivé. L'année passée, on se souvient, hein, il avait un petit peu allumé les supporters du Standard après ses buts. Mazis qui est passé par Serein, qui se font très bien dans ce collectif, et puis des joueurs d'expérience aussi, des routiniers. Donc c'est une équipe très difficile à manier. Et Mark Brace aussi est un coach un petit peu qu'on n'arrive pas véritablement à cerner, qui joue aussi avec les nerfs de ses opposants. On se souvient aussi d'altercations d'après-match, par exemple avec Mbailey à l'époque, où on avait joué à l'intox du côté de Mark Brace en ne donnant pas totalement sa composition d'équipe, ou du moins ses remplaçants. Donc voilà, Mark Brace, un roublard, une équipe qui n'a pas un début de saison exceptionnel, même si elle s'est bien reprise récemment avec 3 matchs sans défaite pour les louvanistes. Clairement, le Standard, sur papier, a les armes pour s'imposer face à cette équipe. On le sait, la fin de mercato a été salutaire pour les Liégeois, même si ça ne s'est pas malheureusement vu face à Westerlo. Je l'ai dit, il y a du mieux dans le jeu, c'est plus structuré, c'est un petit peu plus lisible, mais offensivement, c'est encore très très maigre. On a du mal évidemment à trouver Kanga dans la surface, et quand on le trouve, comme face à Westerlo, ce dernier n'a pas eu le bon geste, même s'il sortait de 2 matchs avec 2 buts pour l'Ivoirien. Mais clairement, c'est insuffisant dans la production offensive, où jusque dans le dernier tiers, j'ai envie de dire, c'est correct. Défensivement, c'est très bon, c'est solide. On a la 3e défense du championnat du côté du Standard, mais c'est surtout la pire attaque avec Courtrai. Donc là, c'est là clairement que le bas blesse. Je pense que le retour de Steven Alzate va faire du bien à cette équipe, parce que c'est un accélérateur de jeu, comme le sont aussi Balikwisha et Djenepo. Mais voilà, lui, Alzate, c'est par une passe, par un mouvement, par un appel aussi décalé, faire le décalage nécessaire qui est bénéfique justement pour des joueurs comme Djenepo, sur lequel on se repose peut-être, à mon sens, un petit peu trop depuis son retour à Sclessin. Il a envie de forcer lui aussi un peu la décision sur son flanc gauche, et alors je pense que Moussa Djenepo sera toujours plus intéressant lorsqu'il rentre dans le jeu. Il était trop collé à la ligne face à Westerlo, et à chaque fois qu'il a été dangereux, que ce soit à Eupen lors de son dribble où il passe en revue 3 Eupenois avant de frapper au-dessus dans la surface, ou alors face à Westerlo lorsqu'il est revenu dans une position plus axiale avec cette frappe qui passe juste à côté du but de Bolat. Ça, c'est une arme aussi à utiliser pour les Liégeois. Et alors les longs ballons peut-être dans le dos de la défense, oui. Maintenant, il faut voir comment OHL va se tenir face à cette équipe du Standard. Je ne pense pas que les louvanistes vont aller toute voile dehors, et je pense plutôt qu'ils vont attendre les Standardmen. Il faudrait être patient, un peu comme à Eupen aussi. Au Standard, on a décidé de jouer la carte de la continuité. Fergal Harkin l'a récemment déclaré. Karl Loefkens est l'homme de la situation. On a toujours confiance en lui, les joueurs sont derrière lui aussi, ça c'est important de le dire, le message passe bien. On a peut-être envie de lui laisser encore un peu de temps avec les dernières arrivées au mercato. S'il avait eu ces 4 derniers transferts un peu plus tôt dans le mercato, peut-être aurait-on vu un autre Standard. Je ne pense pas que le Standard est très mauvais depuis le début de saison. Il a manqué parfois un peu de chance aussi, mais de la justesse surtout. Je pense à des matchs comme fatalement face à Westerlo, ou encore à Courtrai, que le Standard doit toujours gagner. Donc il n'y a pas tout acheté, mais clairement, malheureusement, un coach est toujours jugé sur son bilan comptable, et une défaite à OHL avant de recevoir Bruges de Ronny Deila, ça serait très très compliqué pour Karl Loefkens.
Voilà, c'est sur ces images d'entraînement qui se passent derrière moi que se termine la première de la saison 2 de Standard Le Talk. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, soit par mail ou en vidéo à l'adresse rsl@letalk.be. N'hésitez pas aussi à donner votre avis sur les différents sujets liés au Standard de Liège. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle interview exclusive de l'un des chouchous de Sclessin, William Balikwisha. Ciao, ciao!